L'amour, c'est sans doute le sentiment que l'on recherche le plus, toutes et tous. C'est sans doute le sentiment qui a fait couler le plus d'encre et sans doute un peu trop de sang. Et aujourd'hui, avec mon invité, Angelo Follet, on va parler justement d'amour, mais aussi de peur, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer ». On va évidemment pas parcourir les 21 peurs, mais comme on se connaît particulièrement bien tous les deux, on va vraiment parler de ce sujet de manière intime. Et j'espère que ça vous parlera à vous aussi. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Salut Angelo, comment tu vas? Salut Greg, super bien, merci, je suis content de te voir. Bah, pareil. On va parler d'amour, mais aussi de peur. Comment ça se fait que... Ou peut-être pas comment ça se fait, parce que la réponse est relativement simple, mais comment les deux sentiments sont intriqués, c'est-à-dire l'amour et la peur, alors que l'amour, ça devrait être exaltant, beaucoup plus que faire peur. Bah, je crois que tu as répondu à la question. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'on s'en fait, en fait, de l'amour, qui fait que ça peut générer des peurs. Tu vois, quand on se dit que là, si l'amour doit être exaltant, qu'est-ce qui se passe quand il l'est pas? Et en fait, je crois que c'est ça, le point de bascule entre peur et amour, c'est finalement souvent la peur de vivre quelque chose, une relation, une histoire, des sentiments qui correspondent pas à ce à quoi on s'attend, à notre imaginaire, à la culture, aux valeurs familiales, au modèle relationnel qu'on a eu par le passé, au modèle culturel dans les films, dans les histoires, dans les chansons, dans les livres, tu vois. Je crois que c'est surtout parce qu'on a une certaine définition de l'amour que derrière il peut y avoir de la peur derrière. Et puis après, évidemment, dans la relation, parce que je crois que l'amour et la relation, c'est pas la même chose. Dans la relation, bien sûr, il y a de la peur dans le sens où, encore une fois, tout va se jouer au niveau de ce qu'on a réussi à vivre et qu'on voudrait garder ou qu'on voudrait avoir sur un certain temps de manière stable, sans que ça s'arrête ou sans que ça change. Et donc pas le perdre, tu vois. Il y a aussi toute la question qui est très complexe finalement dans la relation, c'est comment je rencontre l'autre, comment on se rencontre, quoi. Et donc toute cette question de la différence fait que à chaque fois qu'on va buter sur l'autre, c'est-à-dire que finalement buter sur l'autre, ça veut dire on se confronte à tout ce qui n'est pas moi. Et donc à chaque fois que je réalise que l'autre n'est pas moi, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une déception, il y a une frustration, il y a une peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... il se passe plein de choses comme ça qui fait que finalement, à chaque fois que je suis confronté à la différence et au non-moi, soit je peux apprendre quelque chose de ça, soit au contraire, je vais plonger dans des émotions désagréables, quoi, voire souffrantes. Et alors, du coup, tu disais, la relation et l'amour, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence ? Parce qu'en fait, quand on est en relation, on est censé être dans un amour encore plus profond, non ? J'ai envie de reprendre une expression de Lacan. Lacan, donc c'est un éminent un psychanalyste français. Bien sûr. Français, je sais plus s'il est français d'ailleurs. Ça, je sais pas. Et moi, je suis pas très fan de son approche et je suis pas très sensible à son approche, mais il a une phrase qui est assez marquante qui disait que dans la psychothérapie ou en tout cas dans la psychanalyse, la guérison arrivait de surcroît. Et donc, ça veut dire que, en fait, c'est presque optionnel, quoi. C'est presque du bonus si à un moment donné, la personne va mieux. Ça, c'est un peu, c'était sa vision de la cure, quoi. Tu vois, de la cure thérapeutique, la cure analytique. Et en fait, j'ai envie de dire, quelque part, je sais pas, je suis avec ça aujourd'hui, en tout cas, c'est que finalement, dans une relation, l'amour arrive de surcroît. C'est-à-dire que si on arrive à le vivre, si on arrive à se le témoigner, si on arrive à se le partager, à l'expérimenter et à ce qui nous traverse, j'ai envie de dire tant mieux. Mais j'ai l'impression que ça arrive d'autant plus facilement quand on lâche l'idée et l'attente de comment ça doit arriver ou de quelle forme ça doit prendre, en fait. Et dans ce sens-là, en fait, ça parle un peu de ta première question, c'est-à-dire que
Moi, ma proposition aujourd'hui, ce serait de lâcher du lest à l'amour et de lui laisser prendre la forme, de se laisser surprendre par la forme qu'il prend en fait dans une relation, tu vois. Parce que je pense qu'on peut le ressentir dans beaucoup de relations qui sont pas forcément des relations amoureuses, qui sont pas forcément des relations fortes, qui sont pas forcément des relations. Je crois que c'est des moments en fait, tu vois. Et en fait, je dirais de ma petite expérience de ça, que ce qui m'a fait le plus avancer ou cheminer, en tout cas en relation et dans l'idée de vivre de l'amour, c'est que je me suis toujours, je sais pas comment dire, toujours fait surprendre par la gueule qu'il a. Et tu vois, et de me laisser surprendre par le truc de, putain, mais c'est bizarre, normalement ça m'aurait saoulé, ou ça m'aurait saoulé à tel point que je serais parti, ou à tel point que je me serais posé la question. Et en fait, ça me saoule, vraiment. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est un peu ce truc-là, tu vois, ça me saoule, et alors, est-ce que ça veut dire que je l'aime plus? En fait, ouais, ce que tu dis, c'est l'amour, c'est aimer les défauts de l'autre, quoi, quelque part. Ouais, ou comme je disais avec la peur tout à l'heure, c'est un peu faire avec, ou je pense pas qu'il faut se forcer, hein, c'est pas mon propos. Mais par contre, je pense que tu peux ressentir vraiment de l'amour dans les moments où tu sens que l'autre, il a beau être pas du tout comme tu l'attends, extrêmement différent, voire à l'opposé de toi, que tu comprends mais juste pas pourquoi il fait ça comme ça alors que toi tu fais ça comme ça. Et je parle de tâches quotidiennes comme de trucs plus importants. Eh ben, il y a quand même un truc qui est là, quoi. Et en fait, ça, tu sais, c'est plus le truc d'accepter de pas comprendre, de pas forcément avoir accès à tout, et surtout, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de pas être pareil, quoi. Moi, finalement, je vois qu'en fait, quand l'autre me saoule, c'est quand je vois qu'il est pas comme moi, hein. Que ce soit mon amoureuse ou quelqu'un d'autre, en Bien fait. sûr. Tu vois, voire, donc là, ça peut être encore pire quand la personne, elle est comme elle est et elle te montre tes zones d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas détester ces zones d'ombre. Enfin, tu vas détester sa manière d'être parce qu'en fait, ça va être une sorte de miroir de tes zones d'ombre. Ah, je suis complètement d'accord. Le pire, c'est ça. Le pire, quand c'est le plus désagréable, c'est quand l'autre te montre un truc que t'aimes pas chez l'autre, mais que tu considères que c'est pas chez toi et que, enfin bref, ça fait un effet de miroir comme ça qui est assez déformant et qui finalement est, si on veut bien, c'est Serge Citron qui parle de ça. Il parle beaucoup d'empathie et donc dans les différents niveaux d'intensité d'empathie et de qualité d'empathie, le dernier niveau le plus évolué ou en tout cas le plus développé, c'est quand je suis capable d'accepter que l'autre peut m'apprendre quelque chose de moi que je ne sais pas. Et j'adore cette notion d'empathie parce qu'on se dit, bon, enfin l'empathie, on a toujours l'impression que c'est comprendre les émotions de l'autre et être sympa avec et bienveillant, mais en fait c'est pas que ça. Et en fait, je crois qu'il y a un peu il y a un peu d'amour aussi dans ce qu'il raconte Serge Tisseron, dans cette espèce de niveau d'empathie, parce que quand on est capable d'être avec des amis, de la famille, une amoureuse ou un amoureux auprès de qui on accepte qu'ils nous apprennent quelque chose de nous, que nous-mêmes on est en déni, ou que nous-mêmes on refuse de voir chez nous, ou que nous-mêmes on déteste chez l'autre, alors là, la relation, j'ai l'impression qu'elle est riche, quoi, à ce moment-là. Mais c'est pas facile, hein. Je dis, c'est comme d'habitude, c'est simple, mais c'est pas facile, quoi. Non. Tu pourrais me parler d'amour-passion versus d'un amour qui serait posé. Est-ce que souvent, en fait, l'amour qu'on nous vend dans les films, dans les contes, dans les livres, parfois dans la musique, c'est souvent des amours-passion. Et sans doute que, quelque part, de manière consciente ou inconsciente, c'est un amour qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on a envie de cet état passionnel. Est-ce que un amour passionnel, c'est nécessairement des névroses qui se parlent, et donc un amour où tu essayes de compléter quelque chose qui manque chez toi? Est-ce que
Du coup, quand tu as deux personnes qui sont pleines et entières dans le sens qui ont travaillé sur leur névrose et qui sont bien avec elles-mêmes, elles sont pas plus dans un amour posé. En fait, c'est une vraie question que je me pose. En fait, je n'ai pas la réponse, Oui. mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Ouais. Je crois que c'est la question à $1 million. Et pour moi, là, ce que tu es en train de soulever, c'est vraiment le cœur je pense, des questions relationnelles et surtout des relations amoureuses. Il y a plein de gens qui parlent très très bien de ça, dont Esther évidemment, mais Esther Perel. Esther Perel, pardon. Mais là où je veux en venir, c'est que dans l'amour-passion, je me sens vivant. Dans l'amour posé, je me sens en sécurité. Donc on est vraiment sur cette espèce de paradigme et sur ce paradoxe où la question est comment on fait pour se sentir vivant et en sécurité. Est-ce que c'est possible de l'être en même temps, puisque finalement la notion de se sentir vivant, c'est aussi la notion d'aventure, c'est la notion de risque, c'est la notion d'inconnu, etc., de dépasser des peurs, d'être dans le courage ou d'être dans le je sais pas, se dépasser soi-même ou se dépasser avec l'autre. Dans quelle mesure ça, c'est pas finalement antinomique par rapport à la notion de sécurité, c'est-à-dire avoir un revenu stable, avoir un lieu de vie stable, avoir de quoi effectivement faire ce qu'on a envie de faire et de pas être dans le rouge tous les mois et puis la sécurité aussi par rapport à la relation de confiance entre les deux partenaires, si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, ou alors avec qui j'ai des valeurs communes ou des projets communs, etc. Donc en fait, là où ça frotte, c'est ça, c'est vraiment passion, se sentir vivant et sécurité, relation posée, se sentir en sécurité, parce que c'est pour ça que souvent dans les relations de couple qui commencent un peu à s'installer, où les deux partenaires s'engagent, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur de l'engagement. C'est que souvent, en fait, on peut noter un déclin de la passion. On peut donner un déclin du désir, on peut noter un déclin de la surprise, tu vois. Et en fait, tout le défi, je crois, d'une relation, c'est que on puisse vivre tout ça dans cette même relation. C'est-à-dire que moi, à une époque, par exemple, et je connais plein de gens comme ça, j'avais l'impression d'alterner entre des relations de passion et des relations où on était un peu posé, mais il y avait jamais les deux, en fait. Tu vois. Ouais. Et je crois que le défi d'un couple aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui où t'as pléthore de choix, t'as des applis de rencontres, t'as beaucoup plus de semblant de liberté en tout cas, etc., d'accès. Le défi, je crois que c'est de tenter l'aventure de vivre ces deux facettes-là avec la même personne, tu vois, et de voir que quand finalement je suis avec cette personne, je peux être celui qui rassure, celui qui est en sécurité, celui qui est capable de m'engager, faire des projets sur le long terme, etc. Et aussi celui qui sait surprendre, qui peut être créatif, qui peut avoir un élan pour un projet comme ça spontané, etc., etc. Donc je crois que c'est plutôt l'exploration de nous-mêmes qui va se faire à travers ce couple-là à deux têtes, entre la passion et la sécurité. Et en fait, c'est ça, je crois qu'on l'aventure du couple, c'est d'aller explorer ces parts-là en nous, tu vois, avec l'autre. Et de voir comment quelle est la chimie dans tout ça, parce que tu vois, c'est sûr que si on est deux à être tout le temps dans la sécurité, ou vouloir être posé, etc., il y a un moment donné où ça va être à un des deux de peut-être, tu vois, d'initier quelque chose. Et inversement, ça peut pas être tout le temps la course à l'aventure et au risque et au danger. Et à la passion, parce que là on s'épuise aussi, donc et on peut pas forcément construire dans ces moments-là. Mais du coup, c'est un des conseils entre guillemets, si tant est que ça en soit un, c'est dans ton couple ramener de l'imprévu, essayer de surprendre l'autre. Ouais. Et c'est pas simple en fait. Finalement, quand l'autre entre guillemets, avec des gros guillemets, est acquis, t'as moins tendance à vouloir le surprendre quelque part. Oui, mais c'est valable.
Moi, j'ai l'impression que c'est valable dans les deux sens. T'as moins tendance à vouloir le surprendre, mais tu perds aussi l'envie d'être surpris. Ouais. Donc, en plus de ça, tu imagines, toi, tu surprends pas l'autre, toi, t'as moins envie d'être surpris, donc l'autre sent qu'il est pas très surpris, et en même temps, il sent que toi, t'as pas envie d'être très surpris parce que t'es dans ton truc pépère. Et en fait, on s'embourbe dans quelque chose qui, effectivement, peut s'endormir, quoi. Et donc, en fait, cette question de libido, cette question d'élan, de désir, etc., c'est aussi des moments, je pense, de crise qui sont importants pour se recentrer sur, ah bah tiens, mais en fait, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas demandé ce qui me faisait vraiment lever le matin, qu'est-ce qui m'excite, en fait, tu vois, vraiment. Et je te dis ça parce que moi je suis dans cette phase-là où tu vois je change de vie, etc. machin, et c'est un moment où j'ai plus d'espace pour me dire mais bon, est-ce que ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que c'est bon, je crois que je l'ai fait quoi, tu vois, voilà, vers quoi j'ai envie d'aller quoi, tu vois, quelle nouvelle aventure, et puis ça va être une aventure avec tout ce qui a été mis en place avant évidemment. Mais... Bien sûr. Je faisais référence tout à l'heure au couple de névroses qui se parlent. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que on peut être une personne qui, ayant travaillé, accepté ses parts d'ombre, ou en tout cas travaillé dessus d'une manière ou d'une autre, peut être une personne, tu vois, qui est bien toute seule et qui, du coup, l'autre arrive en ajout et pas... Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais souvent, en fait, ce que je vois, c'est... Et moi, j'ai été là-dedans 1000 fois, hein. Enfin, 1000 fois, pas 1000 fois, évidemment, mais de nombreuses fois quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher chez l'autre un truc qui te remplit, parce qu'en fait, il y a un trou. Et du coup, j'ai la sensation que c'est pas la relation la plus saine quand tu vas quand tu vas essayer de combler quelque chose qui manque en toi, que ce soit de la confiance, pour des raisons XY, que ce soit, peu importe ce que c'est en réalité, de la folie ou quoi, la créativité. Tandis que j'ai l'impression qu'une structure ou une base qui serait plus solide, ça serait deux personnes qui sont bien, pleine et entière, et qui du coup se rencontrent pour créer une sorte de truc. En fait, l'autre arrive en plus et pas uniquement tu vois, qui vient remplir un vide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, je te suis. Je me suis souvent posé la question. Je dirais je dirais les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que j'ai l'impression que, en fait, ça commence toujours par ça. Ça commence toujours par les névroses qui s'aimantent, tu vois, qui s'attirent. Quand on parle de névrose, en fait, c'est vraiment pas forcément ça peut être pathologique, mais je veux dire, là, on parle vraiment de notre façon personnelle de nous adapter au réel et à la vie de tous les jours et à nous confronter à la vie et à ses aléas. Et donc, les névroses, en fait, c'est nos façons de nous adapter à tout ça. Et des fois, c'est plutôt malin, et des fois, au contraire, quand ça se répète, ça peut être souffrant. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne sait que se rencontrer par la névrose. C'est-à-dire que on va la rencontre en tant que telle, elle va nous amener à ce que ces névroses-là, une en particulière ou deux en particulier, en fonction, tu vois, de ce qui se joue pour toi, va émerger. Et je crois que en fait, l'aventure du couple, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on dépasse ce stade. Mais j'ai l'impression que si on voudrait ne pas se rencontrer à partir de nos névroses, en tout cas nos névroses uniquement, il faudrait être totalement vulnérable et authentique dès le début, ce qui me paraît... Ce serait bien, hein, mais mais tu vois, je crois que ça nous rattrape de toute façon. Et donc, en fait, c'est plutôt d'apprendre à le devenir avec l'autre, à montrer un peu des facettes qu'on n'a pas trop envie de montrer, ou dont on a un peu honte, ou dont on a un peu peur. Mais aussi, je parlais de l'empathie tout à l'heure au niveau 5, c'est que, tu vois, quand il y a des névroses qui se rencontrent, au final... tu peux le voir, mais tu peux ne pas le voir aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux rester bloqué dans tes schémas de pensée, dans tes mécanismes habituels, et te dire, ça fait 3 fois que je tombe sur le même genre de nana.
par exemple. Ou de mecs. Ou de mecs, peu importe. Et du coup, là, il y a quelque chose de la prise de conscience que tu fais pas forcément ou qui se fait pas, tu vois. Parce que en général, hein, les schémas répétitifs, c'est vraiment que il y a il y a vraiment un truc paradoxal avec la façon dont on choisit nos expériences de vie, nos relations, etc. À partir de la névrose, c'est que en fait, il va y avoir la reproduction de quelque chose de traumatique ou la reproduction d'une expérience qui a été douloureuse, qui a laissé une empreinte. Et donc, pourquoi on reproduit ça? Parce qu'en fait, on a à la fois l'espoir que avec cette personne-là, ça se passe différemment, et en même temps, la crainte que ça se passe comme d'habitude. Bien sûr. Et en fait, si tu veux, je prends un exemple. Tu tombes tout le temps sur des femmes très, on va dire, très indépendantes, très carriéristes, etc., etc., et qui ne laissent pas beaucoup de place aux relations amoureuses. Et donc, ça fait plusieurs fois que tu tombes sur des nanas comme ça qui finalement sont pas, tu te sens pas hyper disponible pour ça. Toi, tu fais des efforts, tu essaies de te caler sur leur emploi du temps, machin, mais ça marche pas. Et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Et si tu veux, du coup, qu'est-ce qui se répète? C'est qu'en fait, il va se répéter à la fois l'espoir qu'avec cette nana-là, qui est très indépendante et très carriériste et pas très disponible, avec moi, elle va le devenir disponible. Et en même temps, la crainte que ça se répète comme les autres, avec les autres, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que la rencontre, elle se fait quand même beaucoup à partir de comment l'autre nous affecte et qu'est-ce qui fait ressortir de nous comme, tu vois, comme angoisse existentielle, comme peur, comme trauma ou névrose. Mais si ça, on arrive à deux à le mettre à jour et à s'en parler, à se dire, ah bah tiens, t'as vu, c'est marrant qu'en fait, finalement, quand toi tu fais ça, moi ça me fait ça, et en fait, ce que ça me fait, bah, je le connais depuis que je suis tout petit, ou depuis que j'ai 15 ans, ou depuis que, tu vois. Bah là, du coup, il y a un terrain où on peut un peu plus se rencontrer, mais ça me paraît difficile d'arriver à discuter de cette manière-là dès les premières secondes. Déjà parce qu'il peut y avoir de l'attirance sexuelle, et puis que du coup, ben, forcément, notre attention, elle est posée ailleurs. Donc voilà. Donc dans ce sens-là, pour moi, c'est les deux en fait. C'est se rencontrer à travers effectivement nos blessures et peut-être essayer de se soigner ensemble, quoi. Est-ce que tu penses que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi? Pour être aimé? Ouais. Est-ce que pour être aimé d'une personne est-ce que pour être aimé... Oh non, mais parce qu'il y a des gens qui me posent la question, est-ce que pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi? Mais là, oui, alors, oui, je pensais dans l'autre sens. C'est intéressant aussi, effectivement. Donc, c'est quoi ta question à toi, alors? Moi, c'était pour être aimé, mais... Pour être aimé. Mais effectivement, pour aimer l'autre, c'est intéressant aussi. Je fais la nuance parce que j'ai l'impression que ce serait pas les mêmes réponses. Mais est-ce que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi? Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'il faut avoir un tout petit peu été aimé pour avoir une base sécure, pour avoir une base de confiance, pour avoir une base d'estime, pour avoir une base de sensation d'exister dans le regard de l'autre, pour avoir la sensation de son propre corps et de ses propres sensations physiologiques, pour avoir une base de prise de risque, je peux aller vers l'autre sans forcément me faire engloutir, etc., etc. Tu vois, pour pouvoir s'aimer un peu, pour pouvoir avoir un peu confiance en soi, pour pouvoir un peu accueillir certaines parts de nous. Après, encore une fois, j'aimerais bien que peut-être qu'on arrête aussi de peut-être trop se mettre la pression sur s'aimer, c'est-à-dire que bah il y a des trucs que j'aime pas chez moi, bah ok, voilà, peut-être qu'un jour je les aimerais, peut-être que ça va passer, peut-être qu'à un moment ce sera même plus un sujet, peut-être que je les aime pas parce que en fait je vois que c'est l'autre qui les aime pas,
Donc, vu que l'autre l'aime pas, bah moi je l'aime pas non plus. Tu vois, qu'on se lâche un peu la grappe là-dessus peut-être et juste de sentir que en fait sans amour du tout, on le sait statistiquement et expérimentalement, un enfant meurt. Donc Bien sûr. quand on est vivant, on peut imaginer d'office qu'il y a quelque chose qui nous a été donné, qui peut ressembler à de l'amour, peut-être pas comme celui qu'on s'imagine, peut-être pas comme celui qu'on raconte dans les histoires, mais qui était là quand même, malgré de l'inceste, malgré des contextes familiaux très difficiles, malgré de la violence ou de la maltraitance, il y a quelque chose quelque part qui nous a donné de l'amour, ou quelqu'un qui nous a donné de l'amour. Et en fait, je crois que c'est à partir de cette ressource-là et à partir de ce soin qu'il y a eu à un moment donné, que le corps a mémorisé, que les cellules ont mémorisé, qu'on peut un petit peu s'installer dedans et finalement en fait l'intégrer comme quelque chose qui fait partie de nous. C'est en fait vraiment il y a quelque chose qui est très très proche. On utilise beaucoup cette analogie en psycho. C'est vraiment l'analogie à l'alimentation, tu vois, par rapport à nos émotions et notre vie psychique. Et en fait, qu'est-ce que c'est par exemple que s'alimenter? C'est prendre un objet ou un corps qui est un non-moi extérieur qu'on va ingérer, qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va mâcher, détruire et mastiquer avec les dents, etc., qu'on va faire passer dans l'estomac. L'estomac va trier ce qui est bon et pas bon, ce qui va surtout aller à droite à gauche, ce qui va servir à quoi et dans le corps. Et puis après, il va y avoir toute une partie où ça va être transformé, assimilé. Donc du coup, là, les aliments vont être assimilés, ça va se transformer en énergie dans le sang et dans les muscles, etc. Et puis après, tout ce qui est côlon et compagnie, ça va au gros intestin rejeter ce qui est mauvais. Et souvent, quand on regarde le cycle comme ça de la digestion, finalement, de l'alimentation, on peut aussi voir dans les expériences humaines et les relations à quel endroit ça s'est bloqué. Et si par exemple j'ai ingéré un tout petit peu d'amour qui m'a été donné et que je l'ai assimilé et que j'en ai fait un moi et non un non et pas un non moi que j'ai transformé en moi en partie de moi, et ben en fait ça fait partie de moi et du coup je peux m'appuyer dessus et je peux m'en servir de ressource pour m'aimer moi-même en fait quoi. Je crois que vraiment ça part de l'extérieur à la base. Et justement, moi j'ai la sensation. J'avais entendu ça, tu vas me dire ce que tu en penses, que l'amour que ta mère te donne, quel qu'il soit, dans ta construction, c'est l'amour, c'est la définition ultime de l'amour. Et du coup, quand c'est dysfonctionnel, parce que ça peut l'être, et ben par conséquent, en fait, les partenaires que tu vas rechercher, hommes ou femmes, vont répondre à ces fonctions dysfonctionnelles, c'est-à-dire en fait tu vas essayer de reproduire finalement quelque part, admettons que ta mère était violente, et ben tu vas aller chercher d'une manière ou d'une autre une forme de violence dans tes relations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça te parle? Est-ce que oui, ça me parle. Je crois que la mère et ce pouvoir immense de donner la vie, et en même temps ce poids immense d'être au départ quand même un pilier dans la fabrication entre guillemets psychique, émotionnelle, corporelle et relationnelle de l'enfant, enfin du nourrisson plutôt. Je crois que ce qui se passe déjà dans le ventre est déjà extrêmement important. Boris Cyrulnik parle très souvent de ça, c'est-à-dire qu'en fait pour s'occuper d'un enfant qui est à l'intérieur du ventre de la maman, il faut s'occuper de la maman. Et en fait, il disait si vous voulez que votre enfant soit pas stressé, il faut que la mère soit pas stressée en fait. Parce que en fait, toutes les hormones du stress vont passer par le liquide amniotique qui va être avalé par le bébé. Ce qui fait que lui, en fait, il va avaler toute l'information du stress de la mère et du coup, il va devenir aussi stressé. Donc dans la notion d'amour dont tu parles, il me semble que c'est extrêmement important effectivement cette relation à la mère dans la mesure où ça va être structurant pour beaucoup de choses et nourrissant pour beaucoup de choses et
et formateur entre guillemets pour beaucoup de choses, mais je crois que c'est d'autant plus important aussi qu'il y ait un deuxième parent, une deuxième figure parentale, qu'elle soit pas là tout le temps ou qu'elle soit là tout le temps, ou que ce soit un homme, une femme, peu importe, ça c'est pas la question, mais qu'il y ait, si tu veux, quelqu'un qui soit là pour séparer l'enfant de la mère. Pour vraiment que parce qu'en fait sinon ça va être une espèce d'envahissement et d'interdépendance et de fusion qui finalement en fait sera nécessaire au début parce qu'il y a besoin d'être en contact peau à peau, le lait, etc. Mais à un moment donné il faut que le bébé comprenne que en fait cet objet qui est à l'extérieur de lui n'est pas un bout de lui, mais bien quelqu'un d'à part entière, qui a aussi une vie de femme, qui a aussi une vie de fille, de père et de mère, qui a aussi des activités, etc., etc. Et je crois que tout est tout ce qui va ressortir d'une relation comme ça amoureuse, ça va être un petit peu comment on s'est senti en sécurité au moment des séparations. Est-ce qu'on s'est senti abandonné? Est-ce qu'on s'est senti rejeté? Est-ce que, en fait, c'est à quel point il y a eu de l'attention quand il y en avait besoin et à quel point il y a eu des éléments séparateurs et structurants dans les moments où c'était nécessaire. C'est-à-dire pas forcément le petit là n'a pas forcément besoin sur le moment, mais c'est nécessaire pour lui s'il va apprendre à marcher tout seul, quoi. Donc pour tout ça en fait la théorie de l'attachement de Bowlby, tout ce qui va être vraiment autour de cette théorie du développement de l'enfant, elle est hyper intéressante parce que c'est vrai qu'elle nous donne beaucoup d'éléments de réflexion sur tu vois, je parle beaucoup d'attachement pour parler d'amour, mais finalement c'est quand même je pense l'expérience qui arrive en premier, l'attachement, et ensuite est-ce qu'il y a l'amour derrière, comme je disais, c'est de surcroît. mais je crois que déjà dans l'attachement et dans cette relation à notre base, est-ce qu'on se sent sécure en présence de l'autre, en son absence, est-ce que voilà, toutes ces questions-là en fait elles sont importantes parce qu'elles sont en relation effectivement avec notamment le lien d'attachement à la mère, quoi, parce que c'est la mère qui est à 90% garante de ce lien d'attachement et de la qualité de ce lien d'attachement, quoi. D'ailleurs, on parle beaucoup parfois de dire, enfin, on dit parfois que t'as un problème avec l'attachement, tu vois. On peut dire de quelqu'un, moi, on me l'a déjà dit en tout cas, que je cherchais trop l'attachement, et ça peut être aussi un truc. J'ai une autre question. Ça, c'est une remarque. C'était la parenthèse. C'était une sorte de parenthèse psy individuelle. Non, mais tu vois, chercher l'attachement, finalement, c'est chercher la sécurité aussi. Hein, tu vois, bien sûr. C'est quoi le message ou les messages principaux que tu as voulu faire passer dans ce livre? Pourquoi tu as écrit un bouquin sur ce sujet, sur l'amour et les peurs? C'est quoi les messages que tu as voulu faire passer? On va pas se les passer les 21 une à une, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Non, mais ça s'appelle les 21 peurs qui empêchent d'aimer parce que vraiment dans mon expérience et dans ce que je peux observer, c'est comme si j'avais l'intuition ou la sensation qu'en fait l'amour c'était une couche très profonde, un noyau très profond, tu vois, à l'intérieur de nous et dans nos relations, et que par-dessus il y avait tout le reste de la vie, donc les peurs, les angoisses, les problèmes, la frustration, les machins, enfin tu vois, les traumas, les souvenirs, les déceptions, enfin bref. Et en fait j'ai l'impression que pour vivre un peu ou ressentir un peu ce retour à l'amour de temps en temps et de revenir un peu au noyau, comme je te disais, les peurs, moi, une fois qu'en tout cas, c'était plus un sujet, c'est-à-dire un sujet problématique. Ça peut être encore un sujet, c'est-à-dire, ah bah tiens, j'ai encore peur de ça, mais c'est plus un problème. Du coup, la
le fait de voir un peu ces peurs-là, de les identifier et puis de les traverser, et d'apprendre à vivre avec et de leur laisser de la place, finalement, en fait, je le disais tout à l'heure, elles ouvrent aussi d'autres portes. Donc, tu fais quand même tout un gros du taf quand tu bosses sur les peurs et les angoisses et tout ça, parce que finalement, cette émotion-là, enfin, en tout cas, ce stress-là, il entrave quand même beaucoup de couches du dessus. Et donc, pour moi, en fait, déjà d'identifier nos peurs, etc., dans nos relations et avec nous-mêmes, et de percevoir que c'est ce qui pourrait entraver ce retour au noyau, c'est-à-dire ce retour à l'amour momentané, parce que on n'est pas obligé non plus. Il y a aussi une vision de est-ce qu'on doit aimer tout le temps, ou est-ce qu'on aime de temps en temps, et comment on fait quand on n'aime plus l'autre mais qu'on est encore avec. Enfin, tu vois, c'est on a tellement envie, si tu veux, de ce truc immuable, tu vois, de bonheur ou d'amour ou de stabilité ou de choses comme ça. Tout en voulant l'inverse, c'est-à-dire, on disait passion, aventure, excitation, spontanéité et tout, que finalement, en fait, parfois, ça manque justement de spontanéité, quoi. Et donc, pour regagner cette spontanéité, je crois que travailler sur ces peurs, ou en tout cas commencer à les identifier, à les vivre vraiment et leur laisser de la place, ça peut nous remettre en contact avec un sentiment plus profond, justement, de lien. Quand je dis amour, si tu veux, dans le livre, et là, quand j'en parle, je suis plus dans le truc amoureux, mais je suis vraiment dans qu'est-ce qui me relie à toi au fond, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a un lien entre nous qui dépasse largement nos différences, nos cultures, tu vois, nos corps, et je pense que toi, tu l'as vécu souvent aussi dans des expériences chamaniques, entre autres. C'est, tu sais, ce sentiment de connexion, quoi, tu vois. Et je crois que ce truc-là, il est entravé par tout le reste des difficultés de la vie quotidienne et humaine, Bien sûr. Et ces questionnements, quoi. Et la question très logique qui vient derrière, tu t'en doutes 1000 fois, j'imagine, mais peut-être pas. C'est quoi les principales peurs, du coup, que tu vois, que ce soit dans tes patients ou à travers le conte Balance ta peur, ou parce qu'en fait le sujet de l'amour, évidemment, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Ouais. C'est quoi ce que tu vois advenir et comment tu y réponds? C'est je dirais que les grandes catégories, ce sont les peurs, les existentialistes ont parlé de ça, c'est les peurs existentielles, en fait. C'est-à-dire que c'est les peurs qui sont immuables et communes à tous les êtres humains, de par leur condition d'être humain. Donc il y a les peurs qui vont être liées, par exemple, à la notion de responsabilité. Donc il y a la peur existentielle de la responsabilité, donc et de la liberté, c'est-à-dire que quand on se considère libre, eh bien du coup il y a derrière le poids de la responsabilité qui pèse sur nous. C'est-à-dire que si je suis totalement libre, s'il y a quelque chose qui se passe, j'en suis responsable. Je peux pas me remettre sur quelqu'un d'autre ou sur l'extérieur. Et donc la peur par rapport à ça va être souvent la peur de blesser. La peur de faire mal à l'autre, la peur de dire ce que je ressens parce que sinon il va être vexé, ou il va être triste, etc., etc. Ou alors des personnes qui vont être dans des moments de vie qui vont se dire qu'elles s'auto-sabotent, alors qu'en fait elles font tout pour pas prendre la responsabilité. C'est-à-dire qu'elles vont être dans des situations de vie qui vont être bloquées, ou qui vont être en transition, mais ça passe jamais le cap de la transition, qui vont être dans une situation de couple qui va pas depuis des années, mais en fait elle reste quand même dedans, etc., etc. Et donc en fait reprendre sa responsabilité, ça peut être angoissant parce que en fait il y a quand même un poids. Mais en même temps, en fait, si je reste dans un couple et qui me convient plus du tout, je sais pas, dans lequel je me sens plus heureux ou heureuse, et que j'ai envie de changer, mais que je reste dedans, déjà reprendre la responsabilité que je reste dedans et que je choisis de rester dedans, c'est déjà une première étape, quoi. Tu vois. Donc en fait, il y a tous ces questionnements-là et ces peurs autour de la responsabilité et de la liberté. Donc il y en a qui préfèrent pas être libres pour pas ressentir le poids de la responsabilité. Et ça, c'est quand même assez classique.
T'as toutes les peurs qui vont être liées à tout ce qui est abandon, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de pas être normal, peur de pas appartenir à un groupe. Donc tout ce qui va être des peurs liées finalement à la solitude, à l'isolement. Ça aussi c'est une condition existentielle humaine, c'est que en fait on est fondamentalement seul, on pourra jamais fondamentalement et profondément comprendre l'autre, et l'autre pourra jamais vraiment nous comprendre, et donc on est un peu comme tous isolés, même si on est en lien de manière invisible. On a déjà du mal à se comprendre soi-même, alors c'est ça. On va pas demander à l'autre de se comprendre nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc du coup, il peut y avoir ce sentiment très angoissant d'isolement et de solitude qui finalement prend des formes un peu plus communes, de peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être seul. Il y a des gens qui vont aller se mettre en couple parce qu'ils ont peur d'être seuls, ou rester dans des couples dits toxiques parce qu'ils ont peur d'être seuls. D'autres qui vont enchaîner les relations sur relations jamais rien ressentir, et du coup se sentir quand même vide alors elles font une boulimie de relations. Enfin bref, tu connais ces sujets-là sociétaux. T'as évidemment la peur de la finitude, de la mort, donc tout ce qui va être lié à la mort, tout ce qui est lié à la fin aussi, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont avoir des difficultés enfin pas des difficultés, mais en tout cas pour qui le deuil va être long. Parce qu'ils refusent que le temps passe, ils refusent que le monde change, ils refusent que l'autre change, ils refusent que la situation change, ils refusent que quelque chose commence et se termine, ils refusent la mort, ou en fait le fait qu'on va tous mourir un jour. Donc ça peut être des personnes qui par exemple font beaucoup de sport extrême, une chose comme ça, tu vois, qui vont aller chercher un peu surpasser la mort, quoi, si tu veux. Ils vont survivre, en fait. Ils vont se mettre dans des situations où ils vont survivre à ça. Et puis, évidemment, tout ce qui peut être des projets qui prennent fin, des relations qui prennent fin. Et donc, on va retrouver là en cabinet beaucoup de personnes qui vont avoir extrêmement de mal au moment de la séparation, au moment du retrait, ce qu'on appelle le retrait, c'est-à-dire tu te retires d'une expérience, c'est-à-dire tu fais une expérience et puis à un moment donné ça se clôt, quoi, tu vois. Et donc ces personnes-là, elles vont jamais vraiment finir les choses, elles vont jamais vraiment faire le deuil, elles vont jamais vraiment se séparer, elles vont jamais vraiment aller au bout. Tu vois, c'est toutes ces notions-là en fait qui reviennent dans la peur de la mort, en fait, la peur de la finitude, parce qu'il y a une angoisse à finir et à passer à autre chose. Alors qu'en fait, nous, êtres humains, on passe d'une expérience à une autre, justement, ce qui est un début, un milieu et une fin, quoi. Et donc pas finir, c'est aussi quelque chose de névrotique, ou en tout cas qui peut être souffrant. Et aussi, t'as des personnes qui vont être dans le refus de la vieillesse, le refus du temps qui passe, tu vois. Des personnes qui vont rester dans l'enfance ou l'adolescence et qui vont pas vouloir de responsabilité derrière. Bien sûr. Et donc moi je refuse de travailler, je refuse d'avoir un crédit, j'en sais rien, par exemple, tu vois. Et donc ces personnes-là, tu sens que déjà elles sont dans les deux, c'est-à-dire il y a l'angoisse de mort, l'angoisse du temps qui passe, du vieillissement, auquel se rajoute l'angoisse de prendre des responsabilités, du coup, parce que prendre des responsabilités, ça voudrait dire être adulte, et d'être adulte, ça voudrait dire être vieux ou vieillir. Ouais. Et puis aussi, non, mais je disais, c'est les poupées russes, quoi, tu vois. Après, t'as ça, après il y en a quelques-unes des peurs qui sont aussi dans ce qu'on va appeler la quête de sens. Donc ça fait partie des grandes angoisses existentielles. La quête de sens, c'est donc l'absurdité du monde. La plupart de nous nous demandons qu'est-ce qu'on fout là et comment on en est arrivé là, etc. Et où est-ce qu'on va. Et en fait, ça arrive dans les relations amoureuses, dans les relations de couple, où il y a un moment donné où la relation va être entravée par le manque de sens. Où est-ce qu'on va ensemble, où est-ce que je vais tout seul, si tu veux, même tu vois, ça arrive beaucoup comme angoisse dans les moments de vie assez types, quoi, tu vois. Donc l'adolescence, la vingtaine quand je pars de chez les parents, trentaine, quarantaine, cinquantaine, enfin tu vois, vraiment les grosses dizaines comme ça, où t'as des switches, où t'as des passages, en fait, c'est un peu des rites de passage, et dans ces passages-là, souvent, il va se poser la question du sens et l'angoisse du sens. Mais qu'est-ce que je fous, en fait? Est-ce que j'ai envie de continuer ça? Tu vois, là, on est en plein dedans. Comme tu disais, tu voulais parler un peu du Covid, finalement, on n'en a pas parlé.
de la Covid, pardon. Attention. C'est chiant. C'est surtout pas la Covid, mais c'est surtout la période en fait qui est intéressante. La période, et elle est intéressante et en même temps elle peut être angoissante parce que justement c'est une période où il va falloir qu'on réfléchisse à nouveau à qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et donc où est-ce qu'on va, et donc là l'angoisse de l'absurdité du monde, la quête de sens, elle est très présente. Ouais, je crois moi ce qu'on vit en ce moment c'est pardon je te coupe, mais Non, c'est enfin, j'ai l'association que ce qui fait peur c'est cette incapacité de se projeter. Et donc, cette obligation, en fait, tu vois, tout le monde parle d'être cartelé et de le bonheur du moment présent, mais une fois que tu es dedans, et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas trop le choix que d'être soit dans le bonheur ou dans l'angoisse du moment présent, mais tu n'es plus dans la capacité de te projeter, en fait. Et ça peut être angoissant pour pas mal de monde. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu faisais A, t'avais B, t'avais C, t'avais D, donc... Là, c'était relativement un schéma simple dans lequel on a tous été élevés parce qu'on n'a pas connu de guerre, parce qu'on n'a pas connu pas mal de choses. Et là, en fait, ce schéma-là, il est cassé. Il est caché. Donc, du coup, on a besoin d'être dans le moment présent. Et ça, ça peut aussi... C'est facile à dire comme ça, mais en réalité, ça peut être angoissant de se dire je ne peux plus me projeter, je ne sais plus où est-ce qu'on va, en fait. Et où est-ce que je vais, par définition. Bah oui, après c'est vrai que c'est je sais pas si Eckhart Tolle va vendre encore plus de bouquins. Du coup, il en a vendu quelques-uns déjà, je crois. Ouais, un petit peu, c'est un petit gars pas trop connu. Mais effectivement, en fait oui, c'est tellement la remise en question de modèles sociaux, de modèles existentiels, économiques, etc. que et en même temps, tu sais, moi, il y a le truc qui me fait le plus peur au final. C'est pas moi dans cette vie, c'est plutôt ceux d'après, quoi. C'est-à-dire, alors je sais pas si c'est parce que je vais avoir un enfant, mais c'est plus quand je vois les angoisses et les dépressions et les ruptures de liens sociaux des ados actuels, dû alors à la période à laquelle ils sont arrivés et puis aux technologies et compagnie. Mais après, les technologies, c'est nous qui en faisons ce qu'on veut quand même. Bien donc, sûr. Du coup, je me dis, mais ils vont faire comment? Non, mais tu vois, nous, on reste la génération où on a appris à vivre sans tout ça. Ouais. Donc, si un jour ça s'arrête, à la limite, on fera comme avant. Tu vois, au pire. Mais eux, en fait, ils sont nés la tête dedans, quoi. Et je me dis, mais je crois que j'ai à cœur de soutenir un peu cette génération et ils sont un peu désespérés, en fait. C'est ça qui me touche, quoi. Tu vois. Bien sûr. Moi, je me sens, je pense que je peux avoir de l'angoisse, je pense que j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai une grosse inconnue devant moi, et comme tout le monde. Mais, tu sais, j'ai toujours la foi, je suis toujours motivé, je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire autrement, etc. Mais là, quand je croise ces ados, j'ai vraiment un sentiment de désespoir, quoi, qui me traverse. Pas tous, quand même, il y en a plein qui ont de l'espoir. Non, bien sûr, mais je sens que c'est fragile, cet espoir. C'est un peu dur. Mais après, j'allais dire, tu peux aussi te dire, je fais ce que j'ai à faire, entre guillemets, tout de suite, dans une logique collective et de bonheur instantané. Enfin, instantané, pas forcément... ça veut pas dire des bonheurs qui ne durent pas, mais en tout cas des bonheurs dans le moment présent, justement. Et de voir ce qui adviendra, en fait, parce que finalement, c'est vrai qu'on est dans une grande inconnue et on ne sait pas précisément. Ouais. Oui, et puis non, bien sûr que ça concerne, j'espère pas tous les ados, mais tu vois, j'ai aussi... je pense que c'est important qu'on soit là pour eux, en fait, quoi. Parce que en fait, on parlait tout à l'heure d'insécurité, de théorie de l'attachement, est-ce que finalement c'est pas quand on est été un peu aimé que finalement on peut s'aimer soi-même à partir de ce qu'on a intériorisé de cet amour qui venait de l'extérieur.
Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire que nous, on a un double effort, c'est qu'il faut qu'on se sécurise et qu'on sécurise ceux d'après, quoi. Si on veut que ça tienne un peu la route, quoi. J'ai l'impression. Et souvent, c'est marrant, j'entendais un psychologue qui raconte une histoire, je vais te la raconter, qui montre comment l'esprit humain fonctionne aussi et qui va un peu à contresens de ce que tu dis. Pas à contresens, mais en tout cas qui montre qu'on n'est pas très fort pour le faire. En fait, c'est un psychologue qui se trouve être bloqué dans un bouchon. Donc il y a un gros bouchon, il comprend pas pourquoi, machin, et puis bon, il avance au fur et à mesure, et il se rend compte qu'en fait ce qui bloque la route, c'est un matelas au milieu de la route. Et qu'est-ce que font les gens? Une fois qu'ils arrivent au matelas, il n'y en a aucun qui s'arrête pour enlever le matelas. Ils l'évitent et ils continuent leur route. Pour dire qu'en fait, eux, ils ont déjà galéré pour arriver jusqu'au matelas, donc en fait, ils vont pas en plus prendre le temps, ce qui serait logique de prendre le temps de s'arrêter, de sortir de la voiture, d'enlever le matelas, donc tu enlèves le bouchon pour tous les autres qui sont passés, mais en fait c'est plus ton problème parce que finalement toi t'es arrivé jusqu'au matelas déjà. Donc ce que tu veux c'est tracer ta route maintenant. Et je trouve que c'est une allégorie intéressante pour voir comment l'esprit humain fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'une fois que t'as galéré et que t'as fait ton chemin, bah finalement, pour beaucoup en tout cas, tu vas pas prendre l'attention de faire en sorte que le chemin des autres soit plus simple. Bah oui, mais je crois que c'est pour ça que toi et moi et d'autres qu'on connaît sont un petit peu inscrits dans cet élan de faire quelque chose de collectif, quoi, tu vois, parce que si c'est en fait le développement personnel et puis après les autres allez vous faire foutre, il y a quand même quelque chose de très personnel, donc c'est déjà quelque chose, mais je veux dire, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce truc-là de que ça recircule à nouveau pour d'autres, quoi, en fait. Tu parlais de la circulation, justement, mais... Hyper important. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je vais essayer de pas faire le même que la dernière fois. Je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. Moi non plus. J'ai envie d'ouvrir la porte aux hommes qui ont à cœur justement de changer ce patriarcat et de redéfinir ce que c'est qu'un père, quoi. Et donc être un père pour les autres et un père pour soi-même et un père voilà, enfin c'est finalement on a beaucoup parlé de la mère dans l'épisode avec mais qu'est-ce que nous on fait, quoi, qu'est-ce que nous on peut apporter en fait à cet endroit-là. Voilà, j'ai plutôt envie d'ouvrir une porte. Parfait, cool, merci beaucoup Angelo. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.